Alors, le cours que nous allons voir maintenant, c'est un cours sur les systèmes répartis, qu'on appelle également systèmes distribués. Nous allons essentiellement nous focaliser sur l'introduction du concept. Alors, du point de vue historique, des années 45, où on a vu le premier ordinateur jusqu'à peu près les années 80, en fait, on a essentiellement travaillé avec des mainframes. Ces grosses machines en fait qui pesaient très lourd et qui encombraient beaucoup et qui traitaient très peu d'instructions par seconde. À peu près en 85, il y a eu deux avancées technologiques. L'une concerne les réseaux. Donc on a vu naître les réseaux LAN, les réseaux WAN, par la suite Internet et ainsi de suite. Et la deuxième avancée concerne la puissance de calcul, puisqu'on a été capable d'offrir des machines qui en fait exécutent plusieurs instructions par seconde. Donc en fait on est passé des microprocesseurs 8 bits vers les processeurs 16 bits, puis 32 bits, puis 64 bits et ainsi de suite. Et en fait le gain, on estime le gain en performance qui est à peu près égal à un facteur 1013. Alors Tannenbaum, pour exprimer justement ce gain, dit que si l'industrie automobile avait connu le même essor que l'industrie informatique, une Rolls-Royce coûterait aujourd'hui $1 et ferait 1 billion de miles par gallon d'essence, ce qui fait rêver, je pense, beaucoup de monde. Maintenant, avec ces avancées, en fait, il y a eu aussi une évolution des besoins. Il y a eu des besoins au niveau personnel. Nous connaissons aujourd'hui la génération Y, tout le temps connectée, qui donc a besoin d'avoir un accès à tout moment. Et des utilisateurs très gourmands en communication, réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais également au niveau entreprise, où on veut avoir plus d'accès à distance avec des applications telles que le e-gov, le e-learning, le e-commerce et ainsi de suite. Mais également un besoin de collaboration à distance. Et puis aussi le fait qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de ressources à notre disposition, aussi bien de la voix que du texte, du big data et ainsi de suite. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait on a une convergence entre l'évolution de la technologie d'une part et des besoins des utilisateurs d'autre part. Et donc ça, on est passé vers les systèmes informatiques qui, au lieu d'être composés d'une seule machine, en fait avec de plus en plus de machines connectées par un réseau. Maintenant, si on essaye de faire une classification de ces systèmes informatiques, on a la classification de Flynn de 92, où en fait on était passé des systèmes monoprocesseurs avec les CIST, où on a donc une seule instruction qui s'applique sur une seule donnée. Ensuite, on est passé vers les machines dites vectorielles, où j'ai une seule instruction sur des données multiples. Alors, comme exemple de machine vectorielle, en fait, le plus connu, c'est la machine Cray. Ensuite, on a les multiples instructions sur une seule donnée, qui en fait en pratique c'est ce qu'on fait avec les pipelines, et au final donc avec les MIMD qui sont des instructions multiples sur des données multiples. Alors cette famille-là en fait a donné naissance, on va dire, à deux classes. Les classes des systèmes multiprocesseurs dites fortement couplés, donc multiprocesseurs fortement couplés. C'est ce qu'on appelle de manière générale les machines parallèles, et les multiprocesseurs faiblement couplés qui font l'objet de cette leçon-là et qui justement sont les systèmes répartis. Alors si on veut formaliser maintenant la notion de système réparti, dans la littérature, en fait on a plusieurs définitions qui existent. Celle que je préfère donc donner, c'est qu'un système réparti, c'est en fait un système qui se compose de multiples ressources informatiques. Ces ressources sont des ressources autonomes, ça veut dire qu'ils peuvent
travailler seuls ou bien travailler en collaboration avec les autres. Ils sont indépendants, ce qui veut dire que quand ils veulent travailler seuls, ben, en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'informations venant du reste du système. Et ils sont aussi de différents types, ce qui veut dire que je peux avoir des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des réseaux, des capteurs et ainsi de suite. Et toutes ces ressources-là sont reliées par, comme on l'a dit tout à l'heure, par un réseau de communication. La caractéristique principale de ces ressources, quand on est dans un système réparti, c'est que ces ressources ne se partagent, donc il n'y a aucun partage de mémoire. On dit que les ressources n'ont pas de mémoire commune. Ces ressources n'ont pas non plus d'horloge commune, donc en fait, il n'y a aucun partage d'horloge. Plus, on n'a pas la possibilité d'avoir un état, donc il est impossible d'avoir un état global, instantané, de tout le système. Bien entendu, ces ressources qui sont autonomes, indépendantes, différents types et qui sont reliées par le réseau de communication sont là dans un objectif de collaboration pour une tâche commune. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des ressources travaillent pour atteindre une tâche commune. Alors, du point de vue de l'utilisateur, bien entendu, un système réparti doit être transparent dans la mesure où l'utilisateur doit voir le système réparti comme si c'était un système centralisé. Donc, pour l'utilisateur, un système réparti est vu comme un système classique, comme un système donc centralisé. Alors, pour pouvoir mettre en place des systèmes répartis, en fait, il y a un ensemble de défis à régler. Le premier défi concerne l'hétérogénéité. Alors, de quoi s'agit-il? Très brièvement, comme ce sont des systèmes autonomes et indépendants, ça veut dire que chacun a sa manière de fonctionner et pour pouvoir communiquer, en fait, il faudra probablement faire des adaptations. Il y a aussi ce qu'on appelle l'openness ou l'ouverture. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que si je veux ajouter des choses au système, à mon système réparti, si je veux ajouter une machine ou si je veux ajouter une application, en fait, je dois pouvoir faire une sorte de plugin sans avoir à changer beaucoup de choses. Il me faut aussi comme défi à régler le problème de la transparence. Et là, au niveau de la transparence, en fait, il y a 8 transparences qu'on doit pouvoir régler. La transparence de localisation, la transparence d'accès et ainsi de suite. Alors, un autre problème très important, c'est la scalabilité. Alors très souvent, on a des systèmes ou des applications réparties qu'on développe, qu'on teste, qui marchent très très bien, mais dès le moment où on s'ouvre et qu'on passe à l'échelle, en fait, c'est des choses qui passent moins bien. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire pour que justement nos systèmes répartis puissent passer l'échelle. Disponibilité des ressources. Donc on parlait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui en disponibles. Maintenant, parfois on a des informations ou des ressources qui sont critiques et pour pouvoir augmenter leur disponibilité, en fait on peut les mettre en copie, mais ça engendre d'autres problèmes de gestion de ces copies et de viabilité des copies que nous avons. Alors l'autre défi de taille est bien sûr le défi de la sécurité. Quand on travaille en centralisé, on est déconnecté, donc on n'a pas de problème. Mais dès le moment où on est dans un système réparti, qu'on est ouvert sur le reste du monde, ça veut dire qu'on est plus vulnérable et que là, il y a encore beaucoup d'efforts effectivement à réaliser dans ce sens-là. Il y a aussi tout ce qui est gestion de fautes. Lorsque j'ai en fait un système réparti où une partie a un problème, je dois pouvoir continuer à travailler avec le reste, peut-être en mode dégradé, mais continuer à le faire. Et quand je règle, ou en tout cas quand on répare, il faudrait aussi être capable de continuer de manière fiable. Le problème de concurrence, on dit très souvent que les systèmes centralisés, ce sont des systèmes dans lesquels j'ai en fait une seule action sur un seul site à un seul moment. Alors que quand on parle des systèmes répartis, en fait tout ceci passe en multiplicité et on dit qu'on a la multiplicité d'actions, la multiplicité de temps et la multiplicité de lieux. Et en fait tout ça génère un problème de concurrence, c'est-à-dire qu'à un instant T donné, je peux avoir sur mon système plusieurs actions
qui sont en train de s'exécuter. Alors ces actions, si elles sont complètement indépendantes, elles ne posent pas de problème, mais si elles sont dépendantes, ben, en fait il faut gérer le problème de la concurrence. Alors bien sûr, il y a aussi la qualité de service qui est liée aussi bien au traitement qu'au réseau. Et puis on peut aussi aller un peu plus loin en introduisant aujourd'hui des choses un peu plus d'actualité, comme le problème de la mobilité, le problème de la synchronisation et ainsi de suite.